Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 24 mars. 25e jour de la guerre lancée par les États-Unis et l'entité sioniste contre l'Iran. Les gardiens de la révolution islamique intensifient les frappes sur les territoires occupés par l'entité sioniste. Deux infrastructures énergétiques iraniennes sont visées par des frappes américano-sionistes après le revirement inattendu de Donald Trump reportant de telles frappes provoquant l'ire de Téhéran. L'entité sioniste poursuit son agression contre le Liban en menant des frappes intenses, particulièrement au sud, et faisant au moins 5 martyrs et 4 blessés. L'Algérie et le Niger signent une vingtaine d'accords au terme des travaux de la deuxième session de la grande commission mixte algéro-nigérienne de coopération co-présidée par les premiers ministres des deux pays. Bonsoir à tous. Au 25e jour de la guerre lancée par les États-Unis et l'entité sioniste contre l'Iran, les gardiens de la révolution islamique ont lancé ce mardi une nouvelle vague de missiles et de drones de l'opération Promesse Honnête 4 visant des cibles dans les territoires palestiniens occupés par l'entité sioniste, touchant plusieurs sites et objectifs. De fortes explosions ont été entendues, notamment à Al-Quds occupé, ainsi que dans le nord, le centre et le sud des territoires occupés. Et l'Iran a menacé ce mardi de mener des frappes puissantes à l'aide de missiles et de drones contre l'entité sioniste si celle-ci poursuit ses crimes contre les civils au Liban et en Palestine, à l'heure où l'entité sioniste ne cache plus son intention de s'emparer d'une zone dans le sud du Liban couvrant de la frontière jusqu'au fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres plus au nord. Et je vous le disais en titre, deux infrastructures énergétiques iraniennes ont été visées par des frappes américano-sionistes, et ce, malgré la promesse de Donald Trump de reporter de 5 jours toute attaque visant de tels sites. Les gardiens de la révolution ont promis des réponses similaires. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Quelques heures seulement après l'annonce faite par Donald Trump de ne pas attaquer les infrastructures énergétiques iraniennes, deux d'entre elles sont ciblées par des frappes américano-sionistes. L'annonce a été faite par l'agence de presse iranienne Fars. Dans la continuité des attaques menées par l'ennemi sioniste et américain, le bâtiment de l'administration du gaz et la station de gaz de la rue Kaveh à Ispahan ont été pris pour cible. Énième volte-face de Donald Trump ou suivisme américain envers l'allié sioniste. La question reste posée, mais toujours est-il que la promesse de Donald Trump a été rompue alors qu'il avait annoncé 5 jours de report sur les attaques visant des installations énergétiques. Une deuxième attaque a également visé le gazoduc de la centrale électrique de Khorramshahr, ville frontalière de l'Irak, située au sud-ouest de l'Iran. Toujours selon l'agence Fars, un projectile a touché les abords de la station de traitement du gazoduc de la ville. L'entité sioniste s'est empressée de revendiquer les attaques, s'attribuant une série de frappes à Ispahan et dans plusieurs régions d'Iran. Aucune information n'a filtré quant à une éventuelle coupure d'électricité à Ispahan, tandis qu'à Khorramshahr, des travaux de réparation ont permis d'assurer la continuité de l'approvisionnement en énergie de la ville. La veille, les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé qu'en cas d'attaque contre des centrales électriques iraniennes, les centrales électriques des pays de la région fournissant de l'électricité aux bases américaines seraient à leur tour pris pour cible en représailles. L'Iran a été frappé à son tour ce mardi par de nombreuses frappes américano-sionistes visant divers sites dans plusieurs régions, à l'exemple d'un immeuble résidentiel au nord de la capitale Téhéran qui a été complètement détruit, tandis que la sécurité a été renforcée dans toute la zone. Okay, I'm reporting from north of Tehran. You see behind me
Bien, je vous retransmets depuis le nord de Téhéran. Vous voyez derrière moi ce bâtiment qui a été touché par les forces américano-israéliennes. Il est détruit en ruine. C'est dans le nord de Téhéran, dans un quartier résidentiel. La présidence iranienne a annoncé la nomination ce mardi de Mohamed Bagher Zolradr, un ancien commandant des gardiens de la Révolution et fidèle du défunt Ali Larijani, pour remplacer ce dernier à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale, et ce après approbation du guide suprême iranien, l'ayatollah Mujtaba Khamenei. Les Iraniens, eux, continuent d'espérer une fin rapide de la guerre américano-sioniste contre leur pays, alors que celle-ci est sur le point de boucler son premier mois. Les habitants de Téhéran craignent notamment que la situation actuelle n'affecte leur quotidien. Je ne crois pas que quiconque apprécie la guerre. Nous souhaitons que la situation de notre pays s'améliore, que la paix règne, que notre peuple soit en bonne santé, qu'il ait un pouvoir d'achat, qu'il puisse se permettre ce dont il a besoin. Nous voulons les voir plus heureux. La peur est présente, la paix n'est pas revenue et l'anxiété persiste. Cependant, nous espérons que la paix pourra régner à nouveau dans notre pays pour notre peuple. Nous essayons également de sortir et de reprendre nos activités habituelles, même si leur nombre a diminué par rapport aux années précédentes. Absolument, et bien, notre travail est à l'arrêt. Cela fait des mois que nous n'avons pas pu travailler correctement et nous sommes anxieux et nous sommes stressés. Ce n'est pas du tout comme les jours ordinaires. Notre peuple est pacifique et n'attaquerait jamais aucun pays. Il a toujours cherché à se défendre et à rendre son mode de vie paisible. Au volet diplomatique, le département d'État a annoncé que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, rencontrera vendredi en France ses homologues du G7 pour discuter de la guerre en Iran. Il s'agira de son premier déplacement à l'étranger depuis que les États-Unis et l'entité sioniste ont attaqué l'Iran le 28 février. Officiellement, Rubio s'entretiendra avec ses homologues au sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de la situation au Moyen-Orient et des menaces pesant sur la paix et la stabilité dans le monde. Et le Qatar a tenu à préciser qu'il n'assurait aucune médiation directe entre les États-Unis et l'Iran, mais qu'il soutenait tous les canaux diplomatiques formels et informels pour mettre fin à la guerre. Des précisions qui arrivent au lendemain d'une annonce de Donald Trump au sujet d'éventuelles discussions avec l'Iran, aussitôt démenties par Téhéran. Comme vous le savez, la position du Qatar a été claire dès le premier jour. Il faut mettre fin à cette guerre par la voie diplomatique. C'est notre position pour tous les conflits dans le monde. Tous les conflits se résolvent en fin de compte à la table des négociations. Et plus les négociations commenceront tôt, moins il y aura des victimes et de pertes. Par conséquent, rien ne justifie de retarder les solutions diplomatiques. C'est pourquoi nous soutenons tous les efforts diplomatiques en la matière, qu'ils soient menés par des canaux officiels ou non, et tout ce qui peut mener à une fin diplomatique à cette guerre. Cependant, je tiens à souligner qu'il n'y a actuellement aucun effort direct du Qatar pour jouer un rôle de médiateur entre les deux parties. Notre priorité est entièrement la défense de notre pays et la gestion des pertes résultant des différentes attaques. Dans ce contexte, l'Union européenne a appelé à l'ouverture de négociations avec l'Iran et à la fin de ce qu'elle a qualifié d'hostilité au Moyen-Orient lors d'une conférence de presse tenue ce mardi à Canberra avec le Premier ministre australien Anthony Albanese. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné que la situation était critique pour les lignes d'approvisionnement énergétique mondiales, tout en insistant sur la nécessité de parvenir à une solution négociée pour mettre un terme aux hostilités dans la région. We think that it is time to go to the negotiation table and to end the hostilities.
Nous pensons qu'il est temps de se mettre à la table des négociations et de mettre fin aux hostilités. La situation est critique pour les lignes d'approvisionnement énergétique à travers le monde. Nous ressentons toutes les conséquences sur les prix du gaz et du pétrole ainsi que sur nos entreprises et nos sociétés. Il est toutefois primordial de parvenir à une solution négociée qui mette fin aux hostilités que nous observons au Moyen-Orient. Par ailleurs, Ursula von der Leyen a qualifié la fermeture du détroit d'Ormuz d'inacceptable. I'm deeply concerned about the conflict. Iran has to cease immediately its threats. Je suis extrêmement préoccupée par le conflit. L'Iran doit immédiatement cesser ses menaces, les attaques de drones et de missiles, ainsi que toute autre tentative de fermer le détroit à la navigation commerciale. Les récentes attaques menées par l'Iran contre des navires commerciaux non armés dans le Golfe, les attaques contre les infrastructures civiles, y compris les installations pétrolières et gazières, et la fermeture effective du détroit d'Ormuz par les forces iraniennes sont inacceptables et doivent être condamnées. Je tiens également à souligner que la liberté de navigation est un principe fondamental du droit international. De son côté, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a affirmé que la confiance entre les États-Unis et ses alliés occidentaux était perdue, estimant que cette réalité perdurera même après la présidence de Donald Trump. À cette perte de confiance s'ajoute l'incompréhension face au déclenchement de la guerre contre l'Iran qui, selon lui, est contraire au droit international. Notre politique étrangère ne gagne pas en crédibilité simplement parce que nous ne qualifions pas une violation du droit international. Nous avons dû faire face à cette problématique lors de la guerre de Gaza et nous devons y faire face concernant la guerre en Iran. Car à mon sens, cette guerre est contraire au droit international et ne fait guère de doute que de toute façon, la justification d'une attaque imminente contre les États-Unis ne tient pas la route. Il semble que ce soit également l'avis de certains services de renseignement américains. De plus, cette guerre, et veuillez m'excuser de le dire, en tant que personne impliquée, une erreur politiquement désastreuse. Et ce qui me frustre le plus, c'est qu'elle aurait pu être évitée. Une guerre inutile si son but était d'empêcher l'Iran de développer une bombe nucléaire. Pour sa part, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a exprimé les craintes de la Russie contre un éventuel débordement de la guerre contre l'Iran dans la mer Caspienne, et ce, après l'annonce de frappes menées par l'antiterroriste contre la marine iranienne dans cette mer. Nous recevons de nombreuses déclarations contradictoires de toutes parts. Certaines se contredisent et nous ignorons la situation réelle. Quant à l'ouverture de l'Iran à des négociations pacifiques, le pays l'a démontré dans les faits. En réalité, jusqu'au dernier moment, jusqu'au déclenchement des hostilités, jusqu'à la première frappe contre l'Iran, Téhéran est resté ouvert à la poursuite des négociations et ses pourparlers progressaient d'ailleurs de manière satisfaisante. Elle l'apercevrait extrêmement mal. Tout d'abord, mais concernant ces informations précises, nous n'en avons pas entendu parler et franchement, je n'ai aucune information à ce sujet. La guerre au Moyen-Orient pousse les États à activer diverses mesures afin de tempérer les conséquences économiques pour leur population, de la limitation des prix à l'état d'urgence en passant par la sobriété. Or, en Europe, l'impact s'est très vite fait sentir, augurant de factures pour le moins salées. Iman Merad. Au Moyen-Orient, la guerre se prolonge et ses répercussions dépassent désormais la région. Face à l'urgence, l'Union européenne multiplie les initiatives. Entre pression diplomatique et sanctions ciblées, Bruxelles tente de peser dans un conflit dominé par les grandes puissances, mais les positions divergent. Paris plaide pour un cessez-le-feu durable et multiplie les contacts diplomatiques. Berlin, de son côté, adopte une ligne plus prudente centrée sur la sécurité de l'entité sioniste. Dans le cadre des efforts déployés par l'Union européenne pour s'émanciper et gagner en indépendance sur la scène internationale vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux, la Chine et les États-Unis, ce processus se poursuit. Il convient de se féliciter de notre participation aux négociations d'un accord commercial avec l'Amérique du Sud par le Parlement, ainsi que de la conclusion d'un accord de libre-échange avec l'Australie.
Cela renforce l'Europe, son économie et notre résilience face à notre dépendance vis-à-vis des grandes puissances mondiales, la Chine et les États-Unis. À l'inverse, l'Espagne et l'Irlande appellent à durcir le ton. Résultat, une Europe active mais vraisemblablement divisée, engendrant un impact économique qui se fait ressentir au quotidien. Les prix de l'énergie repartent à la hausse avec un baril de pétrole toujours sous pression. En France, le litre du carburant à la pompe dépasse désormais 2 € en moyenne, soit une augmentation d'environ 10 à 15 centimes ces dernières semaines, pesant directement sur le budget des ménages et le coût des transports. Moi, je fais de la livraison là, par exemple, donc je sais que si l'essence augmente, il y a tout qui va augmenter. Si l'énergie augmente de manière générale, de toute façon, tous les prix vont décoller. Là, on ne le sent pas encore dans les autres. Pour l'instant, ça se limite entre guillemets à l'essence. Ouais. Mais déjà, avec l'inflation qu'on a eu les derniers mois, là, ça va pas arranger les choses. On se dit que la vie va coûter cher, on fait plus attention que d'habitude. Les marchés financiers restent nerveux, volatilité accrue, repli des investisseurs et retour vers les valeurs refuges. Le commerce international est également perturbé, les délais s'allongent et les coûts logistiques grimpent. Le risque inflationniste, lui, refait surface. Une énergie plus chère et des chaînes d'approvisionnement tendues pourraient relancer la hausse des prix en Europe. Sur le terrain pourtant, les signaux restent contradictoires, les discussions diplomatiques se poursuivent et les frappes sionistes aussi. Entre pression diplomatique et choc économique, l'Europe avance en rang divisé et avec une fracture déjà visible pour ses citoyens. Et dans ce même contexte, l'UNESCO a exprimé son inquiétude quant à l'impact de la guerre sur les sites historiques importants. En Iran, selon cette organisation onusienne, les frappes américaines et celles de l'entité sioniste ont endommagé au moins 4 sites culturels et historiques, dont des palais et une ancienne mosquée. Je vous en parlais en titre, l'entité sioniste a poursuivi ce mardi son agression contre le Liban en menant des frappes intenses, particulièrement au sud. Au moins 5 personnes sont tombées en martyrs et 4 autres ont été blessées, notamment dans une frappe sioniste contre un immeuble résidentiel dans le district de Tyr, au sud du Liban. Depuis le 2 mars, l'agression de l'entité sioniste contre ce pays a fait 1072 martyrs et 2966 blessés. Et alors que la guerre déclenchée le 28 février au Moyen-Orient a ouvert un cycle de confrontation directe entre puissances régionales et internationales, ces répercussions se font durement sentir sur les populations iraniennes et libanaises confrontées à des vagues massives de déplacements. Asma Leïd. Plus de 2100 enfants ont été tués ou blessés à travers le Moyen-Orient, soit en moyenne 87 enfants par jour. Depuis l'escalade du conflit régional, il y a 23 jours, a déclaré l'UNICEF. Le directeur exécutif adjoint de l'UNICEF, Ted Shaiban, a déclaré que 206 enfants avaient été tués en Iran, 118 au Liban et 1 au Koweït, avec des chiffres attendus en hausse. 23 jours après le début du conflit qui s'intensifie au Moyen-Orient, les enfants de toute la région en paient un prix dévastateur. Une nouvelle descente dans un conflit plus large et plus prolongé serait catastrophique pour des millions d'autres. Plus de 2100 enfants ont été tués ou blessés, dont 206 enfants tués en Iran, 118 au Liban et 1 au Koweït. Ce sont les chiffres rapportés et ils devraient augmenter à mesure que la violence se poursuit. Cela représente en moyenne environ 87 enfants tués ou blessés chaque jour depuis le début de la guerre. Le conflit a également provoqué des déplacements massifs avec jusqu'à 3,2 millions de personnes déracinées en Iran, dont 64 000 enfants et plus d'1 million de déplacés au Liban, dont 400 000 enfants, a ajouté Shaiban.
Aux côtés des morts et des blessés, nous assistons à des déplacements rapides dans plusieurs pays provoqués par des bombardements incessants et des ordres d'évacuation qui ont vidé des communautés et des zones urbaines entières. En Iran, on estime jusqu'à 3,2 millions de personnes déplacées, dont 864 000 enfants. Au Liban, plus d'1 million de personnes sont déplacées. De nombreuses familles se réfugient dans des bâtiments publics, y compris des écoles. 90 000 Syriens sont revenus en Syrie depuis le début du conflit, ainsi que plusieurs milliers de Libanais à travers le Moyen-Orient. Environ 45 millions d'enfants vivaient déjà dans des contextes touchés par les conflits avant cette guerre, et les conséquences de ce qui se déroule actuellement seront durables pour eux. Le directeur exécutif de l'UNICEF a appelé à une cessation immédiate des hostilités, à un accès humanitaire sans entrave et à un financement urgent. Une nouvelle escalade vers un conflit plus large et plus prolongé serait catastrophique pour des millions d'autres, a-t-il déclaré. Des milliers de personnes ont été tuées à travers le Moyen-Orient depuis que les États-Unis et l'entité sioniste ont attaqué l'Iran le 28 février. Des millions d'enfants dans la région se trouvent par ailleurs déscolarisés en raison de répercussions du conflit et sur les systèmes d'éducation, tandis que des centaines de milliers ont été contraints de fuir sous l'effet des bombardements incessants. Liliane, bravo Liliane. La coopération algéro-nigérienne à l'honneur, je vous en parlais en titre, le Premier ministre algérien Sifiri Yeba co-présidait à Niamey avec son homologue nigérien Ali Lamine Zein Mahaman la cérémonie de signature d'une vingtaine d'accords, mémorandums d'entente et programmes de coopération couvrant divers secteurs au terme des travaux de la deuxième session de la grande commission mixte algéro-nigérienne de coopération, permettant ainsi de jeter les bases d'une nouvelle étape de partenariat stratégique entre les deux pays. Les détails avec Naïla Hamouda. L'Algérie réaffirme son engagement constant à renforcer ses relations avec le Niger dans une dynamique de coopération stratégique et durable. En visite officielle à Niamey, le Premier ministre Sifiri Yeba a souligné la volonté des deux pays de hisser leur partenariat à un niveau supérieur en s'appuyant sur des liens historiques solides et une vision commune de développement. Ces instructions dessinent les contours d'une coopération globale couvrant différents domaines, notamment socio-économiques et d'autres secteurs pouvant être concernés par la coordination bilatérale, au regard de la profondeur historique liant les deux peuples frères. La feuille de route qui sera adoptée par la commission mixte permettra de booster la coopération et d'aboutir à une entente économique entre les deux pays, à même de renforcer les perspectives de coopération stratégique. Cette visite au Niger est couronnée par la conclusion de plusieurs accords concrets répondant aux aspirations communes et que la volonté politique affichée soit traduite en réalisations tangibles répondant aux attentes des peuples algériens et nigériens. Cette rencontre a permis de tracer les contours d'une coopération globale touchant plusieurs secteurs clés, notamment l'économie, l'énergie, les mines, l'agriculture, la santé, ainsi que la formation et la culture. Au cours des discussions, des projets structurants d'envergure régionale, parmi lesquels le gazoduc transsaharien, la route transsaharienne et la connexion par fibre optique. Autant de chantiers stratégiques appelés à devenir des piliers essentiels pour l'intégration régionale et le développement du continent africain. Parmi les dossiers avancés lors de cette session figurent plusieurs projets structurants d'envergure régionale, au premier rang desquels le gazoduc transsaharien, la route transsaharienne et le projet de connexion par fibre optique, des piliers fondamentaux pour renforcer l'intégration régionale et soutenir le processus de développement de notre continent africain. Pour le Premier ministre algérien, ces accords constituent des instruments modernes et efficaces pour relever les défis futurs, tout en répondant aux aspirations communes des deux peuples. La session a également été l'occasion de consolider le cadre juridique régissant la coopération bilatérale à travers la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans les domaines aussi variés que l'énergie, les mines, l'agriculture, la santé, la culture et la formation. Des mécanismes modernes et efficaces pour faire face aux défis de l'avenir.
À travers cette démarche, l'Algérie confirme sa détermination à transformer ses engagements en réalisations tangibles, au service d'un partenariat gagnant-gagnant et d'une coopération renforcée entre les deux nations. Les deux parties ont également mis en avant des préoccupations communes dans plusieurs domaines, appelant à une coordination renforcée face aux défis régionaux. Une convergence de vues que conforte également le Premier ministre nigérien. Sur les questions politiques, diplomatiques, sécuritaires et transfrontalières, je me réjouis que nos deux pays aient réitéré leur engagement à poursuivre les échanges pour avoir une approche qui réponde effectivement aux préoccupations mutuelles. Ce forum d'affaires consacre ainsi une vision commune, celle d'une Afrique connectée et souveraine, où la coopération sud-sud devient le levier principal pour la prospérité. Et à noter que le Premier ministre algérien Séfi Riyeb a également procédé ce mardi à Niamey en compagnie de son homologue nigérien Ali Lamine Zain Mahaman à la pose de la première pierre du projet de création d'une centrale électrique de solidarité algéro-nigérienne visant à soutenir le réseau électrique du Niger et à répondre à ses besoins en énergie pour les usages domestiques et industriels. Ce projet décidé et lancé sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune consiste en la création d'une centrale de production électrique à travers l'installation de 2 turbines à gaz d'une capacité de 20 MW chacune. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.